Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, docteur Lubangui. Euh, Merci de nous rejoindre dans cet entretien que nous organisons dans le cadre du mois de la République démocratique du Congo au Canada. Nous sommes dans la 3e semaine de ce mois et cette semaine est consacrée à la santé. Aujourd'hui, nous recevons docteur Ghislain Lubangui, qui est représentant de l'ONG, je suppose que c'est une ONG, de l'organisme, le Bureau international d'études pour la paix et le développement. Bonsoir, docteur Lubangui. Bonsoir, docteur Mireille. Bonsoir tout Bonsoir. le monde. Est-ce qu'on peut s'appeler par nos prénoms? Oui, bien Pour évidemment. commencer. Bien D'accord, donc merci. Merci Ghislain et merci d'avoir accepté de venir nous parler un tout petit peu de ce que vous faites au Congo et de toutes les activités que vous faites avec votre organisme. Est-ce que vous pouvez d'abord, dans un premier temps, vous présenter? Oui, au fait, je m'appelle Ghislain Lubangui. Je vais pas être, j'ai plusieurs casquettes, hein. Il va être difficile pour moi de me présenter complètement, mais je suis un des administrateurs du Bureau international d'études pour la paix et le développement. OK. On sait que vous avez plusieurs casquettes. Vous êtes médecin en santé publique aussi, professeur ici à la faculté, je pense, à l'UQO, c'est ça? Oui, Quelque c'est bien. part comme ça. Mais effectivement, aujourd'hui, si nous vous recevons, c'est vraiment dans le cadre du projet que vous menez en République démocratique du Congo avec le Bureau international d'études pour la paix et le développement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet organisme? Oui, au fait, cet organisme est un organisme international non gouvernemental reconnu par la loi canadienne comme étant une corporation et corps politique. Et il est composé d'experts, des chercheurs, de technocrates qui offrent leur expertise dans le renforcement des capacités dans différents domaines des développements et de la consolidation de la paix, notamment à travers l'appui ou les partenariats publics-privés, la prévention et la gestion des crises pré- et post-électorales. Alors, étant donné que dans BIPED, vous retrouvez à la fin D qui signifie développement, et lorsque j'ai intégré le groupe, étant médecin moi-même à la base, j'ai intéressé mes amis administrateurs et je leur ai demandé bon, pourquoi dans les termes de développement et dans cet organisme, on n'a pas intégré la santé, parce que développement veut dire, c'est un terme valise Mhm. intègre également différents domaines, pas seulement l'économie, l'éducation, mais il y a aussi la santé et d'autres, j'en passe. Et c'est ainsi que finalement, nous avons pu intégrer la santé dans BIPED. Et à la suite de cela, nous avons pu, à travers justement nos contacts au pays, signer plusieurs accords, notamment avec le ministère de la Santé, le ministère des Affaires étrangères, les ministères du Plan. euh, Avec le ministère de la Santé, nous avons aussi signé un accord de partenariat avec le ministère de la Santé au niveau provincial. Au niveau national, bien sûr, mais aussi au niveau provincial. Et c'est le ministre provincial de la Santé qui a représenté le gouvernement provincial comme partenaire pour que nous puissions avoir accès à l'hôpital général des références d'Equitambo, où nous avons justement, enfin, où le gouvernement nous a accordé 2 pavillons, notamment le pavillon 4 et le pavillon 5, et c'est dans ces 2 pavillons que nous menons nos activités. Quelles sont justement ces activités? Très bonne question. Je m'y attendais parce que, évidemment, nous sommes en train de progresser tout doucement. Nous avons décidé, étant donné le contexte local et l'ampleur de la problématique de maladie rénale chronique, décidé de démarrer avec un centre de dialyse ou d'hémodialyse plus exactement. Et ces centres-là a une capacité actuellement de 9 appareils, mais nous aurons à terme plutôt 100 machines. Et Mhm. ce sera une première non seulement en République démocratique du Congo, mais dans toute la partie centrale de l'Afrique. C'est vraiment très intéressant ce que vous nous dites là. Est-ce que votre organisation intervient seulement en République démocratique du Congo ou bien vous intervenez aussi dans d'autres pays africains? Ou bien, et ici au Canada, est-ce que vous avez des activités aussi ici au Canada?
Oui, évidemment, nous avons plusieurs activités et nous avons déjà mené plusieurs activités, essentiellement dans le domaine de gestion des conflits post-électoraux. Et puis, nous avons publié plusieurs articles, on mène plusieurs activités, mais dans le domaine de la santé, nous avons démarré essentiellement au Congo, à Kinshasa pour l'instant, mais nous avons des contacts pour aller vers le Bas-Congo et même dans d'autres provinces. Et bon, pour le BIPED, c'est essentiellement là, mais moi, je suis également chef de projet dans un autre organisme où nous menons des activités au niveau de Cotonou, Bénin, etc., le Cameroun, en voie. Mais avec, étant donné que j'ai ces deux casquettes-là, il se peut que dans les années à venir, que nous puissions également, dans les cas de BIPED, aller vers d'autres pays, mais nous ne sommes pas fermés parce que nous avons réussi à acquérir un lot important de matériel ou d'équipements médicaux. Et donc, on peut aller dans tout le pays où le besoin s'est fait sentir, parce que notre mission, c'est une mission essentiellement humanitaire, sociale, si on veut. Et donc, on n'est pas fermé à des sollicitations dans des pays étrangers. Mais pour Parfait. l'instant, nous voulons essentiellement contribuer ou apporter notre pierre dans l'émergence d'un Congo nouveau. C'est ainsi que nous ne voulons pas nous éparpiller non plus. Nous nous concentrons d'abord dans le pays de nos aïeux et auquel nous sommes particulièrement attachés. Bien sûr. Alors, justement, vous emmenez autant de matériel, vous décidez d'ouvrir ce centre d'hémodialyse, un centre vraiment important en termes de capacité à long terme et déjà même le nombre d'appareils que vous emmenez, 9, c'est pas peu dans les circonstances que nous connaissons au Congo. Comment est-ce que vous êtes reçu lorsque vous arrivez avec tout ça? Comment est-ce que vous avez dit que vous avez eu des partenariats, une certaine collaboration? Est-ce que c'était positif, facile? Quels sont les enjeux que vous avez aussi rencontrés? Oh, c'était pas facile, hein. Il n'y a pas eu que d'enjeux, mais il y a eu aussi des défis, des contraintes. Et vous connaissez hein, les contextes de notre pays. Lorsque vous voulez mener des activités pareilles, il y a plusieurs ministères. Il n'y a pas seulement le ministère de la Santé, il y a les ministères du Plan, il y a le ministère également des Affaires étrangères parce que nous venons de l'extérieur. Et il y a le provincial, il y a le central. C'est extrêmement compliqué, mais il faut être évidemment muni d'une forte volonté et d'un attachement particulier à notre pays pour pouvoir s'élancer. Mais c'est pas facile, hein, mais je ne veux pas être pessimiste, ce n'est pas mon genre. Ce qu'il faut faire, c'est essentiellement de connaître les contextes et puis de bien s'informer, de se renseigner pour savoir où est-ce que je dois aller, sur quelle porte frapper, etc., etc. Mais nous avons un carnet d'adresses, nous avons pu facilement accéder à différents ministères et donc ça nous a pas pris beaucoup, enfin ça nous a pris plusieurs mois, mais pas plusieurs années, je pense peut-être une année ou 2 ans maximum. Et nous avons aujourd'hui, je pense que les gens nous acceptent très bien, parce que ce que nous avons fait eux-mêmes hein, ont reconnu que ça n'a jamais été réalisé par des partenaires extérieurs qui ne sont pas Mhm. congolais, parce qu'on a ramené pratiquement un bijou, hein, ça c'est les dires de ce que nous côtoyons là-bas. Et voilà, donc ça se passe bien, mais le problème que nous avons actuellement, c'est un problème de ressources humaines qui s'adonne à 100% dans ce que nous faisons, mais bon, on ne se lasse pas. Nous descendons sur les terrains pratiquement, il y a un des administrateurs, nous sommes 4. Un de nous descend pratiquement tous les 3 mois pour essayer de faire un suivi, de faire avancer les choses. Ça, ce n'est qu'un premier volet, hein. Donc, nous avons la prétention, après le centre de dialyse, d'aller vers un laboratoire biomédical, un centre d'imagerie moderne et aussi mettre en place un centre de toxicologie antipoison. Donc, on va aller dans tous ces domaines-là. Donc, le travail n'est pas fini. Nous ne sommes qu'au début pratiquement. Mhm.
Mhm. Donc, vous nous dites que vous avez rencontré des défis, vous les avez surmontés, vous nous parlez de votre carnet d'adresses, mais moi, j'aimerais savoir en dehors de ça, est-ce qu'il y a des facteurs facilitants? Parce que vous avez peut-être un carnet d'adresses, quelqu'un comme moi, peut-être pas moi, ou bien quelqu'un d'autre qui voudrait mener, qui aurait aussi ce genre d'initiative en tête et qui voudrait mener ce genre de projet. Est-ce qu'il y a des facilitations officielles du gouvernement ou quelque chose comme ça? Est-ce que vous êtes informé de cela ou bien c'est vraiment chacun devrait aller frapper aux portes qu'il connaît? Non, des facilitations, je n'en connais pas. Simplement Mhm, qu'il faut, si c'est dans les domaines de la santé, le ministère attitré, c'est le ministère de la Santé, mhm. c'est là sur place qui vont vous donner des informations et puis vous allez suivre ce qu'ils vont vous dire. Parce que, OK. évidemment aussi, hein, les processus, parfois, ça change également, dépendamment des fois des ministres qui arrivent. Et vous savez, on a changé des ministres récemment, donc on ne sait pas comment ça se passe avec cette Mhm. administration-là, etc. Donc, il y a pas mal de défis, mais on ne peut pas s'élasser par rapport à cela. Non, bien entendu que non. Vous avez parlé de l'un des défis que vous rencontrez en termes de ressources humaines. Est-ce que vous avez, euh, vous avez aussi objectif de recruter la main-d'œuvre locale, de la former, ou bien comment ça se passe? Est-ce que vous allez, vous, Ah, toujours y aller, ou bien ça serait, comment est-ce que ça serait organisé dans le day-to-day? ok, très bonne question, parce que ça, c'est une question très opérationnelle. Mhm. En fait, nous ne travaillons pas seuls, hein. Nous avons un partenariat, c'est la Société nationale des néphrologues du Congo, OK. qui est présidée par le professeur Nseka, que nous Mhm. connaissons tous, notre maître, c'est lui qui nous a formés. Exact. Donc, cette société nous euh, a formé, c'est la société en question qui a formé euh, des infirmières. On a à peu près huit infirmières formées, hein, et puis nous avons également quatre néphrologues qui vont constituer l'équipe qui travaille avec nous, qui constitue d'ailleurs déjà, hein, l'équipe qui travaille avec nous, parce que nous avons démarré timidement avec l'équipe, le temps qu'ils puissent s'entraîner suffisamment pour ouvrir grandement la porte à plusieurs patients. Donc, pour le moment, nous contrôlons un tout petit peu le nombre de patients qui rentrent pour éviter qu'il y ait de problèmes au début. Mais ça D'accord. se passe bien, ça se passe OK, bien. ben Nous ça, avons c'est huit vraiment tant mieux partenaires parce qui sont que formés et quatre euh, quelque chose aussi en matière de développement qu'on reproche toujours ou bien souvent aux ONG ou bien à des organismes qui viennent faire des activités dans le Sud, c'est de commencer et puis après de disparaître. Quelles sont les mesures que vous avez mises en place? J'ai déjà compris pour que vous allez former des infirmières et bien que certainement des néphrologues sont formés aussi pour utiliser ces appareils-là. Mais comment est-ce que on est toujours dans l'opérationnalisation? Comment est-ce que vous faites en sorte que il y a un suivi en matière, par exemple, des dialyses, hein, qu'il y a un suivi, qu'il n'y ait pas de rupture de stock, qu'il y a un suivi des appareils même, de le maintien, etc. Est-ce que vous venez juste vous donner la matière et puis vous partez ou bien vous allez assurer aussi un suivi régulier justement du projet? Non, nous faisons un suivi régulier parce que nous voulons non seulement amener du matériel pour soigner des patients, nous voulons aussi amener les gold standards, c'est-à-dire OK. les standards d'ici, les standards internationaux, Mhm. que effectivement le chose se passe de la bonne manière. Par exemple, un patient qui partirait d'ici et qui se retrouverait au Congo et qu'il a besoin d'une hémodialyse, eh ben, que cela se passe dans les conditions d'ici. C'est ce que Mhm. nous avons là-bas. Alors, pour assurer le suivi, nous avons un logiciel que nous avons mis en place. Ce logiciel-là, on l'a installé dans les différents ordinateurs qui sont sur place. Ça nous permet, à nous qui sommes ici au Canada, de pouvoir suivre. Et en même temps, il y a un gestionnaire qui est en contact avec nous régulièrement. Mhm. WhatsApp aussi, nous sommes en contact euh, au quotidien avec l'équipe qui est sur place. Ça, c'est vraiment une très bonne chose parce que, comme je le disais, c'est pas toujours évident d'assurer le suivi des projets lorsqu'on est à distance, mais apparemment, vous avez fait en sorte que vous ayez une équipe sur place. Donc, on parlait tantôt des conseils là pour les personnes qui voudraient entreprendre ce genre de projet. J'ai parlé des facteurs facilitants, mais
qu'est-ce que vous dites, avant même que je n'aille à qu'est-ce que vous dites, vous avez dit que vous avez amené un lot important de matériel. Est-ce que vous avez eu l'appui justement de la communauté congolaise d'une certaine façon aussi, qui pouvait appuyer aussi ce projet, vu que ce projet est destiné à leur pays? Est-ce que la communauté a été sensibilisée par rapport à quelque chose qu'ils pouvaient faire dans ce sens-là? Oh, non, c'est une bonne question. En fait, nous n'avons pas sollicité l'appui de la communauté internationale. Nous étions plus Mhm, tournés vers les grands organismes qui financent habituellement ces types de projets. mhm, Nous avons soumis notre projet pour avoir des financements, mais bon, jusque-là, on n'a pas encore obtenu. Nous étions vraiment à deux doigts d'obtenir un financement, mais on n'a pas compris à la dernière minute, les choses ont changé. On ne yeah, sait pas très, très bien jusqu'aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé. Pourtant, on était bien placé pour obtenir ces financements-là avec le gouvernement canadien. Mais bon, pour le moment, nous fonctionnons avec nos propres ressources, hein, donc on se débrouille tant qu'on peut. Euh, et voilà, mais ça ne nous décourage pas. On espère que sur place, il y a des gens qui viennent regarder ce que nous faisons. Ils sont mhm, impressionnés. Ils promettent effectivement de. Nous avons soumis nos business plans, tout un tas de documents pour solliciter des financements localement. Et donc, on attend, on espère que ça va aboutir, mais pour l'instant, nous continuons avec nos propres ressources et nous mettons en place les réseaux parce que vous savez, dans le centre de dialyse, comment on appelle ça, les intrants, hein, les oui, intrants, les consommables sont très, très importants. Il mhm, faudrait absolument pas qu'il y ait des ruptures de stock. Et donc, nous sommes organisés nous avons des contacts avec les différentes firmes, Fraise News, et puis en Chine pour qu'on soit régulièrement, et même aux États-Unis, qu'on soit régulièrement approvisionné en intrants de manière à ce qu'il n'y ait pas de rupture de stock, parce qu'il n'est pas question, de notre c'est point de ça. vue, qui est une seule fois une rupture de stock. Et d'ailleurs, nous avons la prétention également d'amener tellement de stocks que nous pourrions, dans l'avenir, fournir à d'autres centres qui seraient en manque de stock pour que les patients ne souffrent pas. Exact. Ça, c'est vraiment une très belle idée. Quel est justement, on aurait peut-être pu commencer par cela, vu que vous avez commencé par un centre sur la maladie rénale et tout ça de dialyse. Quelle est au fait la prévalence des maladies, des affections rénales un peu dans la population? Oui, au fait, c'est la problématique de la maladie rénale chronique a une ampleur peut-être que les gens ne soupçonnent pas. En Mhm, fait, ce qu'il faut réaliser, c'est que l'activité humaine en elle-même au quotidien produit des déchets métaboliques, des toxiques, et qui font en sorte que le rein doit pouvoir épurer tout cela, c'est-à-dire éliminer tout cela mhm. du corps humain. Et donc, lorsque le rein ne fonctionne pas, eh ben, la personne va accumuler, va stocker ces déchets-là et ça peut l'entraîner vers la mort. Alors, la prévalence chez nous, et justement, c'est cette problématique des statistiques, mais il y a 10 ans, le professeur Soumaïli a publié quelques chiffres. Il a établi que 11% de la population quinoise, au niveau national, je n'ai pas de chiffres, mais parce que nous sommes encore au niveau de Kinshasa, OK, je- nous sommes beaucoup plus appesantis sur les statistiques à Kinshasa, qui sont même assez rares. Hein. Ce n'est pas très facile de les obtenir d'ailleurs. Et donc, il y a 10 ans, on a établi qu'il y a 11% de la population quinoise, soit un adulte sur 8 qui souffre des wow. maladies, oui, qui souffrent de maladies qui constituent les premières causes de maladies rénales chroniques. Donc là, il y a les diabètes, l'hypertension, etc. Et environ 50% des personnes diabétiques qui sont dans l'évolution de leur maladie, pratiquement arrivées au stade 3B, 4, 5, la 5, c'est la phase terminale, auront besoin d'une suppléance rénale, c'est-à-dire d'une hémodialyse, parce qu'ils auront déjà cette complication rénale-là. Alors maintenant, mais tout récemment, en octobre 2022, évidemment, il y a eu d'autres statistiques pour la ville de Kinshasa et on a estimé le nombre de patients qui souffrent de maladies rénales chroniques à 13%. Wow. Donc, il y a eu à peu près une augmentation de 2% dans la seule ville de Kinshasa. Et là, on estime que à peu près à peu près 0,2% de patients
dans ce lot de 13% qui ont plus de 20 ans, sont déjà au stade 5. D'accord? Donc, au stade 5, ça veut dire Bien. que leur rein ne fonctionne pas du tout bien. Mhm. C'est irréversible. Quand on Mhm. entend ces stades, c'est irréversible. Eh ben, la seule possibilité, c'est soit des séances d'hémodialyse ou alors la transplantation ou la greffe rénale. C'est que vous répondez à un besoin vraiment important, très, très Exact. important, même au vu de ces statistiques que vous nous donnez. Et je suppose qu'avec le centre d'hémodialyse, ça nous permettra aussi d'avoir des statistiques plus récentes et de savoir exactement quelle est l'ampleur de la maladie, de l'affection. Moi, je voulais savoir par rapport, on revient un peu sur votre organisation. Est-ce que votre organisation est ouverte à recevoir des personnes qui voudraient peut-être y adhérer pour pouvoir travailler avec vous? Oui, bien sûr. Nous sommes, bon, le site Internet est pour le moment en construction. Mhm. On peut devenir membre de BIPED et peut-être assister à l'occasion à nos réunions. Et généralement, si vous êtes intéressé, vous pouvez faire la demande et nous allons évaluer, enfin, examiner votre demande. Et si nous nous rendons compte que vous avez des capacités à pouvoir intégrer les groupes et apporter quelque chose de substantiel, oui, on vous prendra, il n'y a aucun problème. Nous ne sommes pas fermés. OK, parfait. Et vous allez nous donner, bien sûr, vous avez dit que le site était en construction, c'est ça? Ben, peut-être une adresse ou un numéro de téléphone pour les personnes qui nous suivent et qui voudraient peut-être entrer en contact avec vous ou avec l'organisation. OK? Alors, on arrive lentement et sûrement à la fin de cet entretien très intéressant. Je voulais juste savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous vouliez dire au public, aux gens qui nous écoutent aujourd'hui? Au fait, ce que je voudrais dire, c'est simplement que il est important, nous, en tant que Congolais d'origine, ou peu importe si on a déjà pris la nationalité canadienne ou pas, de ne jamais oublier ses racines. Très important. Et nous, malgré que nous soyons ici dans des conditions de sécurité, on a un niveau de vie différent, etc., etc., nous avons toujours notre cœur attaché à ce pays-là. Nous aimons nos frères qui sont restés au pays, nous ne les oublions pas et nous travaillons d'arrache-pied pour jour et nuit. Nous utilisons nos propres économies pour investir afin que leur niveau de vie soit amélioré, afin d'apporter notre pierre à l'émergence d'un Congo nouveau, comme je disais au début. Mhm. Donc, j'encourage vraiment, vraiment tout le monde à ne jamais oublier le pays de nos ancêtres et d'investir, euh, de s'investir même pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice et de ne pas hésiter de contacter des ressources qui sont sur place. Et moi, j'encourage beaucoup ce que vous faites parce que la femme construit non seulement en fait, la nation, euh, elle commence d'abord par construire, bâtir la famille, le foyer, mais en même temps, on ne peut pas, aujourd'hui on parle de parité au pays, etc., etc., et notre président a été même plébiscité champion de la masculinité positive. Donc Mhm. nous avons beaucoup d'efforts à faire et je pense que je ne connais pas très bien tous les aspects de votre organisation, mais j'apprécie énormément ce que vous faites. Je vous ai suivi quelques fois. Euh, mais je pense que nous devons tous investir dans ce sens-là. Pourquoi ne pas créer demain un tel organisme avec les hommes et puis voilà, nous allons continuer de contribuer d'une manière ou d'une autre à, à relever justement notre pays pour le bien de tous. Merci beaucoup, Dr. Ghislain. On a entendu le message. Effectivement, les hommes ils sont aussi, c'est vrai que c'est Congolese Women Network, les réseaux des femmes congolaises, mais on travaille beaucoup avec les hommes aussi. On les appelle des amis de Congolese Women Network. Donc, ils sont les bienvenus pour nous aider justement dans cette mission que nous avons, parce que la mission de Congolese Women Network, à la base, c'est vraiment de promouvoir la santé au sens large, au sens de l'OMS, comme vous le savez, en Oui. travaillant sur les déterminants de la santé, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient environnementaux, qu'ils soient économiques, etc. Et tout, et promouvoir la santé mentale, physique et aussi la santé sociale
des femmes des communautés congolaises, ici au Canada et partout à travers le monde, mais aussi des femmes des communautés noires en général. Donc, c'est ça notre mission et on est vraiment très content de vous avoir reçu aujourd'hui. Merci pour ce que vous faites avec votre organisation. Vous avez suscité en nous le désir justement de faire un peu plus. On va certainement vous contacter pour voir un peu comment est-ce que nous pourrons dans l'avenir collaborer d'une façon ou d'une autre. Donc, pour toutes les personnes qui nous suivent, je vous remercie, où que vous soyez. Donc, nous sommes dans la semaine de la santé dans le cadre du mois de la République démocratique du Congo au Canada. Notre prochaine activité, ça sera, est prévue pour le 24 juin, parce que nous sommes au mois de juin, là, moi j'étais déjà en mai, pour le 24 juin. Donc, nous aurons une rencontre, une conférence sur l'hypertension artérielle chez la femme. Je vous invite à vous joindre à nous. Ça sera une conférence Facebook en direct, donc vous pourrez poser vos questions. Merci beaucoup encore une fois, Dr. Ghislain, et à bientôt. C'est moi qui vous remercie.